l'Agence du numérique et le SNI vous donnent rendez-vous pour suivre une série de 15 webinaires gratuits dans le cadre de l'action Digital Commerce. Pour les commerçants indépendants, ces webinaires sont divisés en 3 thématiques: visibilité web, e-commerce et site internet. Pourquoi une seconde édition de Digital Commerce? Parce que l'édition antérieure fut un beau succès. Plus de 2000 commerçants accompagnés, sensibilisés, plus de 1000 sollicitations à travers le module d'e-learning. Je pense qu'il y a une réelle attente et un besoin. Pouvez-vous nous parler du plan Horizon? Le plan Horizon Proximité, c'est une addition à la fois d'une volonté, bien sûr, elle est très ferme, mais aussi d'une série de mesures et du fruit d'une très large concertation visant à soutenir nos commerces de proximité. Une seconde édition de Digital Commerce plutôt particulière. Alors, le programme de Digital Commerce 2021 est évidemment adapté en fonction des conditions sanitaires. Donc, ce sera un programme qui sera basé sur des webinaires, 15 webinaires autour de 3 thématiques: la thématique de l'e-commerce, la thématique de la présence en ligne et la thématique du marketing via le site web. Ce sont vraiment des thématiques au cœur de la digitalisation des commerçants, et ce seront des webinaires qui seront très interactifs et qui permettront ainsi à chaque commerçant en ligne et en parallèle, si je puis dire, de pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui sont faites dans le cadre de ces webinaires. Ces webinaires seront également placés dans le temps à des moments opportuns pour que vraiment chaque commerçant puisse se connecter et puisse apprendre à son rythme. Ces webinaires seront en mode replay, si je puis dire, à son rythme, progresser dans la digitalisation de son commerce. Quel rôle joue le SNI? Donc le SNI souhaite que l'action Digital Commerce soit véritablement un succès et touche au plus près l'ensemble des commerçants indépendants. Pour ce faire, il associe à cette action l'ensemble des acteurs du commerce qui touchent et qui contactent les commerçants, que ce soit les échevinats du commerce des 262 communes de Wallonie, mais également les associations de commerçants, les gestions centre-ville ou les ADL, les agences de développement local. Tous ces acteurs sont unis autour du SNI pour essayer de convaincre les commerçants indépendants de rejoindre Digital Commerce et donc de davantage se former au développement du digital dans leur activité et au profit de leur activité. Bonjour, je suis heureux de m'adresser à vous dans le cadre de ces webinaires Digital Commerce. Je crois qu'ils représentent vraiment une opportunité pour vous pour progresser dans la digitalisation de votre entreprise, de votre commerce, pour saisir les opportunités du numérique et du commerce digital. Et donc, je vous souhaite vraiment un bon webinaire. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à ce webinaire. Au nom du SNI, nous pensons qu'il est important de vous aider à davantage vous former pour exploiter le digital de manière professionnelle et ainsi vous permettre encore de surfer sur le digital et sur votre activité de commerçant au profit de vos clients. Bonjour, bienvenue dans ce 4e webinaire, le webinaire que vous attendiez tous, le webinaire sur la création de contenu.
Donc on va parler illustration, on va parler vidéo, on va parler son, on va parler inspiration. Donc ce seront toutes des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec votre formateur préféré, Gérald Trocard. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va faire un petit tour de la plateforme et un petit tour également sur WooClap. Donc, je vous invite à vous connecter sur wooclap.com/digital commerce. Soit vous pouvez scanner également le QR code qui est à votre écran. Je vous conseille d'utiliser votre smartphone pour vous connecter au WooClap. Comme ça, ce sera plus facile pour interagir avec nous. Ou alors, vous ouvrez un navigateur et voilà, vous tapez l'URL wooclap.com/digital commerce. Donc je vois que vous vous connectez petit à petit, vous êtes une soixantaine. Je rappelle également que pour tout ce qui est questions, je vous invite à déposer ça dans la partie Q&R, questions et réponses de ce Zoom, de ce webinaire. Pour tout ce qui est partage d'expérience ou soucis techniques, etc., ou bavardage, clavardage, c'est dans la partie discussion de ce webinaire. Alors, on va passer à la première question de ce webinaire. Mais voilà, on voulait savoir comment vous avez appris l'existence de nos webinaires. J'attends vos petites réponses. Et pour l'instant, la plupart sont arrivés ici via leur agence de développement locale. Vous vous connectez toujours, vous êtes toujours plus d'une centaine connectés sur le WooClap et près de 200 sur ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller vous connecter directement sur le WooClap également. Alors on va parler sources d'inspiration dans quelques instants avec Gérald et on voulait savoir aussi quelles sont vos sources d'inspiration. Je vous laisse répondre tranquillement et je vais inviter Gérald à introduire un peu ce webinaire. Alors évidemment, quand on parle de contenu, souvent on est confronté au premier problème du contenu, c'est ceci. La feuille blanche, le manque d'inspiration. Alors on vous a concocté un petit menu dans un espace un peu particulier, ici comme vous le voyez, où on va vous faire une petite démonstration en live. Et d'abord, au niveau des idées, on va parler des outils qui vont vous permettre d'avoir des idées par rapport aux thématiques que vous exploitez dans vos commerces, mais aussi on va parler des textes, oui, parce qu'il faut quand même écrire un peu pour les réseaux sociaux, les sites internet. On va parler images, on va parler vidéo et on va parler son, donc c'est normal qu'on soit dans un studio qui est un peu particulier ici, mais je vous rassure, on respecte évidemment les distances sanitaires et les contraintes qui sont liées. Alors on va d'abord entamer ça avec les outils pour trouver l'inspiration. Souvent, pour écrire un texte, pour faire une publication, on attend souvent le dernier moment pour trouver cette inspiration. Et ici, on va d'abord vous rappeler que si vous voulez justement un peu phaser votre communication, la répartir sur une période plus longue, il y a le calendrier des publications et le calendrier avec tout ce qui est marronnier. On l'a déjà vu dans un webinaire précédent. Maintenant, il y a aussi des outils qui peuvent vous aider, des outils connectés. Et vous savez bien, on aime vous donner des astuces avec des outils qui sont gratuits. En l'occurrence, ici, je vais vous parler de Flipboard. Alors, Flipboard, c'est un outil gratuit qui fonctionne à la fois sur Internet, mais aussi sur votre smartphone, et qui va vous permettre justement, en ayant créé un compte, de choisir toute une série de thématiques sur base notamment de mots-clés. Et vous allez avoir les publications qui vont être un peu comme dans un digest, comme ça, recentralisées dans votre Flipboard et vous allez pouvoir consulter votre Flipboard de temps en temps. D'ailleurs, c'est bien simple, même en dehors de trouver de l'inspiration, vous pouvez utiliser Flipboard pour des thématiques qui sont tout à fait privées et en dehors de votre métier. Autre outil, ça s'appelle Paperly. Encore une fois, c'est la même logique. Vous rentrez des mots-clés, vous rentrez des catégories par rapport au sujet qui vous intéresse. Et Paperly va aller glaner un peu partout sur la toile des articles, mais aussi des vidéos pour vous donner des idées par rapport à
justement, c'est des thématiques qui vont peut-être vous permettre de créer du contenu, d'avoir en tout cas l'étincelle pour créer du contenu. Alors, Paperly, vous l'avez à la fois sur un smartphone, mais à la fois aussi sur votre ordinateur. Et encore une fois, vous avez une formule qui est gratuite. Dernier élément en ligne pour trouver de l'inspiration, et ce n'est pas le moindre, c'est Google Alerts. Alors je ne sais pas si vous connaissez Google Alerts, mais il suffit tout simplement d'aller sur Google et pour autant que vous ayez un thème, vous allez rentrer dans la petite fenêtre les mots-clés qui vous intéressent. Par exemple, si je mets commerce et si je mets marketing, eh bien vous allez voir déjà toute une série d'aperçus qui vont apparaître avec les mots qui ont été rentrés dans cette fenêtre. Alors le but du jeu, c'est justement de pouvoir avoir une alerte qui va venir régulièrement et qui va dire, tiens, on parle de ça pour le moment, ça peut vous donner de l'inspiration pour faire des publications, ça peut peut-être même vous donner des idées par rapport à votre commerce. Donc ça, c'est vraiment le tour de la question en matière d'outils par rapport à l'inspiration. Je pense que c'est assez important avant de passer évidemment à ce qui est texte. Et pour pouvoir justement à la fois avoir un style de comparatif, de benchmark de ce qui se fait ailleurs, mais aussi avoir justement des sources d'inspiration régulières. Alors je te propose de regarder, de jeter un œil au WooClap pour voir un peu les sources d'inspiration de nos participants ce soir. Alors, je vous partage cet écran et donc les sources d'inspiration des participants, c'est leurs produits, Internet, Instagram, le produit à vendre, ça revient, Facebook, les concurrents, la concurrence, inspiration, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les couleurs, Google évidemment, les collègues, les questions sur les forums, les publications sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors c'est vrai, il y a Pinterest aussi, je vois, la nature, pour remédier à la page blanche, comme tu disais tout à l'heure. Alors évidemment, on a cité Pinterest, c'est vrai que Pinterest c'est souvent une source d'inspiration très visuelle et qui est, on le verra dans le prochain webinaire d'ailleurs, qui est une typologie un peu particulière. Pinterest c'est un réseau social assez féminin et c'est vrai qu'on y trouve parfois pas mal de choses visuelles et puis c'est ça qui fait que visuel fonctionne bien. Et puis dans les réseaux sociaux, comme sur Internet d'ailleurs, vous pouvez rentrer toute une série de mots-clés directement sur certains moteurs de recherche ou cliquer sur des mots-clés parce que justement on y accole dièse, ce fameux hashtag, vous savez, qui va vous permettre justement de catégoriser certains mots, et bien si vous cliquez dessus, vous allez avoir d'autres publications avec ce hashtag et ça va vous donner aussi probablement d'autres idées par rapport à ça. Alors, justement, on posait la question aussi, c'est quoi le hashtag? Voilà, on vous pose la question sur WooClap. Qu'est-ce que c'est le hashtag? On vous demande ça dans WooClap. Donc, est-ce que c'est un mot-clé, une unité de poids, le symbole pour numéro placé devant un chiffre, l'association d'un croisillon et d'un mot ou groupe de mots sans espace? On vous laisse réfléchir à ça. On va déjà regarder vos petites réponses. Alors, vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs. Je vois que la plupart ont mis l'association d'un croisillon, donc le hashtag, et d'un mot ou groupe de mots sans espace. Et en fait, on vous a fait une petite blague, ce sont toutes des bonnes réponses. Historiquement, c'était aussi utilisé comme une unité de poids, ça vient de là, dans la Rome antique. C'est aussi un mot-clé, donc c'est comme l'expliquait Gérald, c'est possible de rechercher dans les réseaux sociaux via des hashtags qui sont en fait des mots-clés accolés à un contenu. Et évidemment le symbole hashtag qui est placé devant un chiffre et qui symbolise en fait le numéro 2, 3, 4, etc. etc. Donc toutes les réponses étaient correctes. Est-ce que je t'ai appris certaines choses avec ce sondage, Gérald ? Oui, parce que toutes les réponses sont correctes, donc finalement oui. C'est vrai que le hashtag, il a quand même une particularité. Le hashtag, on le retrouve par exemple sur les anciens cadrans de téléphone, vous savez, ceux qu'on tournait, les téléphones à fil. Et donc le hashtag doit toujours être collé au mot si vous souhaitez que ce mot soit transformé en clé de recherche. C'est quelque chose de très important. Important aussi, en fonction du réseau social que vous allez utiliser, il y a des réseaux sociaux où vous pouvez trouver énormément de hashtags accolés à une publication et d'autres moins. Par exemple, sur LinkedIn, vous en trouverez 2 ou 3 par publication, pas plus. Sur Instagram, c'est l'effet inverse, vous en trouverez beaucoup.
Alors, le plus simple, si vous souhaitez utiliser des hashtags dans vos publications, eh bien, c'est de simplement coller les hashtags au texte qui existe dans votre texte directement. Dans la phrase, vous mettez quelques hashtags dans des mots que vous estimez mots-clés. Ça permet d'avoir une lecture un peu plus fluide et ça évite de remettre des mots de type hashtag à la fin. Alors on va justement, puisqu'on est dans le texte, on va continuer à parler du texte, parce que vous avez maintenant l'inspiration, vous avez les sources d'inspiration, vous savez où placer vos hashtags dans les textes, mais les textes ont une structure. Alors on le verra dans un prochain webinaire pour le référencement, mais de toute façon, en règle générale, il y a quand même quelques règles de publication. D'abord, forcément, un texte, il a un titre, et oui, c'est souvent le titre qui est le plus accrocheur, et au niveau d'Internet, c'est celui aussi qui va permettre le meilleur référencement. Après, le titre, eh bien, il y a une petite synthèse qui va, grosso modo, présenter l'intérêt de lire l'article sans pour autant tout dévoiler. Ça s'appelle le chapeau, oui, comme un chapeau, mais ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit avec un O et un accent circonflexe, tout simplement. Et puis, évidemment, vous avez le texte. Pour rappel, quand même, on parle de texte, mais un texte est toujours plus accrocheur quand il est publié avec une illustration. L'illustration, ça peut être une photographie ou ça peut être aussi un graphisme, par exemple, une infographie, un tableau Excel, par exemple, ou une ligne du temps. Alors, dans ce texte, vous allez avoir de nouveau des intertitres, des petits titres qui vont venir rythmer votre texte et qui vont eux aussi servir à structurer la publication, mais aussi au référencement de celle-ci. Donc c'est important, titre, chapeau, et puis on a le texte avec de temps en temps des intertitres qui replacent un peu les différents paragraphes, soulignés, souvent parce qu'on va justement comme ça les distinguer, et ça va être plus facile pour les moteurs de recherche de trouver vos publications lorsque vous publiez un texte. Alors tu parlais des illustrations et donc on y vient et on parle du poids des mots et du choc des photos. Oui, alors ça c'est la formule de Paris Match, vous l'aviez déjà entendu, le poids des mots, le choc des photos. Ben, figurez-vous que les photos, elles ont parfois aussi un poids. Effectivement, elles ont un poids et elles ont un format. Alors, on va voir ça ensemble, il faut savoir que le poids d'une photo, grosso modo, c'est sa taille. Donc pas sa taille en termes de dimension, sa taille en termes de mémoire. Alors je vous dis ça, ça peut paraître technique, mais c'est important. Il faut savoir par exemple que si vous avez un site internet, plus les photos seront lourdes en termes de mémoire, plus longues elles seront à télécharger et votre site risque d'être plus lent et notamment de baisser au niveau de son référencement puisque la vitesse de chargement est un des éléments qui est pris en compte par les moteurs de recherche. Donc essayez de bien calibrer vos photos. Maintenant le problème c'est que les photos, les bandeaux, les photos de profil, eh bien par rapport à chaque type de réseaux sociaux, on a en règle générale des catégories, des poids et des formules différentes. On verra en fin de ce webinaire tout à l'heure dans la deuxième partie quelques outils qui sont déjà avec des formats comme ça préformatés et qui vous faciliteront la vie quand vous ferez des publications. Cela étant, on vous mettra aussi en lien de ce webinaire une fiche avec différents formats, que ce soit pour YouTube, pour Facebook, etc., qui vous permettront justement de respecter ces éléments. Et puis, alors je vous rappelle aussi une petite astuce qu'on a vue dans un webinaire précédent, c'est si vous n'avez pas les outils pour reformater vos images, vous pouvez toujours utiliser Google Slides en redimensionnant les diapositives et ça vous permettra justement d'aller de l'avant et d'avoir les bons formats. Alors, sur le WooClap, on vous parle aussi format, et là, on vous demande de relier les formats au format du réseau social correspondant. Petit jeu sur WooClap, mais ne vous inquiétez pas, comme le disait Gérald, vous aurez un beau petit document avec toutes les infos nécessaires des différents formats selon le réseau social. Alors, n'hésitez pas à répondre. Je vois que vous répondez. Je vais vous partager aussi le WooClap. Et donc, effectivement, Gérald, pour chaque réseau social, ce sera un format un peu différent
mais on retrouve facilement ces différents formats sur Exactement. Internet. D'ailleurs, je vais vous montrer ici un format tout à fait particulier. C'est Instagram qui a fait son propre système vidéo et qui s'appelle IGTV, et c'est un format qui est évidemment tout à fait développé par rapport au portable. C'est un format vertical, hein, donc comme quoi avant on avait toujours des vidéos qui étaient à l'horizontale, et même chez Instagram, qui en règle générale a fait des publications carrées, eh bien les vidéos sont aujourd'hui verticales, donc justement pour adapter au format, au support, hein, qui est le plus utilisé par Instagram. Donc c'est IGTV. Alors l'astuce concernant IGTV, si vous utilisez les vidéos, c'est que les vidéos peuvent être plus longues et qu'un extrait est publié sur Instagram. Donc ça vous permet justement de générer pas mal d'audience sur ce réseau qui est quand même très spécifique. Alors, donc il y a des formats particuliers pour les photos, il y a des formats particuliers pour les vidéos, on le verra tout à l'heure. Maintenant, ce qui est très très important dans l'usage de vos photos, ce sont les droits. Alors, il y a des photos gratuites et des photos libres de droit. Ça peut paraître un détail, mais sachez que ça ne l'est pas. Il faut quand même pouvoir se méfier par rapport à la législation sur les droits d'auteur. Alors, une photographie gratuite, c'est quoi ? Une photographie gratuite, c'est quelque chose que vous allez charger gratuitement sur un site. Et d'ailleurs, on vous dit que vous pouvez la télécharger gratuitement. Ce n'est pas pour ça qu'elle est libre de droit. En fonction de l'usage que vous allez en faire, on peut très bien vous demander de payer des droits d'utilisation. Alors, vous avez à la fois des images qui sont gratuites et libres de droit, mais vous avez des images qui sont gratuites, mais qui ne sont pas libres de droit, tout comme vous avez aussi des images payantes et qui ne sont pas libres de droit. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête tout de suite. Je vous parle de ça pourquoi ? Parce que, évidemment, comme vous le savez, on aime vous donner des astuces et des trucs un peu gratuits et des ressources pour pouvoir utiliser ces différentes images. Alors, vous avez sûrement l'habitude d'aller sur Google pour aller télécharger des images. Donc là, je vous invite franchement à vérifier quand vous êtes au-dessus. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite sur la barre du dessus dans Google. Quand vous faites une recherche, par exemple, je vais faire une recherche ici sur le commerce. Voilà, hop. Si je vais dans Images... Je partage l'écran. Je partage le slide. Eh bien, vous voyez, vous avez les outils et vous avez droit d'usage. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même très, très important. Faites attention que vous allez chercher des images. Ce n'est pas parce que c'est sur Google que c'est gratuit et que c'est libre de droit. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est tout à fait fondamental. Maintenant, on est là pour vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a trouvé, évidemment, 2 banques d'images. Ici, on vous en présente 2. Il y en a d'autres, évidemment. 2 banques d'images qui vont vous permettre d'avoir des photographies de qualité pour illustrer vos publications. Alors, en l'occurrence, ce sont à la fois des banques d'images, mais aussi parfois de vidéos. La coutume, le bon usage, veut quand même qu'on cite en règle générale le créateur. Vous mettez une petite légende au-dessus de la photo. C'est de bon usage. Alors, la première banque d'images ici, où vous pouvez effectivement télécharger des images gratuites et libres de droit, c'est Unsplash. Alors, n'ayez pas trop crainte du mot anglais, hein. Il y a toute une série de mots-clés qui peuvent être recherchés très facilement par la fenêtre de recherche. Autre banque d'images, c'est Pexels, un peu comme Pixels, mais avec un E à la place du I. Alors là, effectivement, vous pouvez aussi aller télécharger soit des photographies, soit des vidéos avec une thématique. Voilà, ici je rentre marketing et j'ai toute une série de petites vidéos qui me sont proposées. Voilà, avec notamment un monsieur qui fait aussi, lui, de son côté, une formation en présentiel. Donc vous voyez, ce sont aussi des vidéos que vous pouvez utiliser si vous avez des petites publications. Ça rend toujours les choses un peu plus vivantes. C'est un outil gratuit, vous pouvez aller l'utiliser. Soyez juste bien attentifs à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ne prenez pas des images trop grosses qui vont peut-être ralentir votre site inutilement. Et aussi, veillez bien à respecter la partie droit d'auteur de ces images et de ces vidéos. Alors aussi, on va vous montrer un petit slide justement concernant les droits. Il y a un petit tableau comme ça parce que tout ce qui est Internet a forcément généré de nouveaux usages des images. Et donc, il y a une classification qui a été mise en place qui permet justement de voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les images. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement simple d'aller chercher une image sur un site et puis de la rediffuser que
les choses ont été un peu recadenassées grâce à un petit tableau, justement, avec les différentes licences où on a les attributions, les possibilités de partage, les usages commerciaux ou non. Je ne sais pas si c'est partagé. Oui. C'est partagé, oui, voilà, tout voilà. à fait. C'est suivi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Les images, les droits, le poids. Faites vos choix. Je pense que vous avez suffisamment de ressources en ligne, mais soyez vraiment très attentifs à ça. Alors, petite question par rapport à ça de Virginie, qui demande quelle est la taille idéale finalement des photos. Alors, la taille idéale des photos, il y a, encore une fois, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la taille idéale des photos dépend de l'usage que vous allez en faire et du réseau social que vous allez utiliser. Imaginons par exemple que vous décidez de faire un grand panneau imprimé, et bien là il vous faudra quelque chose de très haute résolution. Par contre, si c'est une communication qui va essentiellement être lue sur un smartphone ou sur une tablette, là forcément la résolution va diminuer. Donc déjà entre l'impression et ce qui est affichage écran, on a des résolutions différentes. Vous avez alors, après, comme vous le savez, des tailles différentes. Sur Instagram, les publications sont carrées. Les stories sont rectangulaires à la verticale. Sur YouTube, eh bien, les vignettes de YouTube, elles sont à l'horizontale. Donc, la taille et la résolution de la photo dépend vraiment de l'usage que vous allez en faire, du vecteur que vous allez utiliser et du réseau social que vous allez choisir pour la diffuser. Alors, petite astuce aussi, vous êtes en règle générale assez frustré parce que vous utilisez forcément Instagram pour communiquer. Et Instagram, forcément, avec ses filtres, etc., a rendu la réalisation d'images assez facile, même pour celle ou celui qui n'est pas forcément photographe, qui n'a pas forcément suivi des cours. Hein. On peut se débrouiller très très bien avec Instagram. Le problème, c'est qu'une fois sur Instagram, vous avez une très belle photo, et puis vous n'arrivez pas à la réutiliser. Eh bien, il y a une petite astuce, il y a Ripost, voilà, qui existe. Encore une fois, c'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur smartphone et sur iOS. Alors, c'est assez simple d'utilisation. En fait, vous allez sur Instagram, comme je vais le faire ici devant vous. Hop, voilà. Je vais aller chercher, tiens, la publication Digital Wallonia. Tiens, la première publication Digital Wallonia, c'est justement nos webinaires. OK. Je vais la copier. Donc, je copie le lien. Voilà. Je vais ensuite charger le petit programme Ripost. Et j'ai Digital Wallonia, publication qui est sur ma tablette, que je vais pouvoir sauvegarder et, par exemple, insérer sur un site internet ou dans un blog ou dans une publication. Donc voilà, ça c'est un petit outil gratuit qui va vous permettre d'aller chercher les photos Instagram qui vous intéressent pour pouvoir les republier. Attention, en règle générale, essayez de faire ça avec votre compte personnel. Encore une fois, si vous allez chercher des photos sur le compte de quelqu'un d'autre, bah, vous allez de nouveau un peu vous heurter à ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les droits d'auteur. Alors, tu voulais aussi parler d'autres types de vidéos photos, des vidéos, tout ce qui était 360. Comment ça fonctionne, ça ? Exactement. Alors, les photos 360, elles ont un double intérêt. D'abord, elles rendent un peu plus vivant, un peu plus immersive l'expérience de l'utilisateur qui va justement voir ce type de photos. Je vais vous montrer un exemple, mais d'abord, comme on est justement dans un espace un peu particulier, je vais vous montrer avec quel type d'appareil c'est fait. Alors, vous voyez ici, vous avez un appareil un peu particulier. Hein. C'est un appareil, bon, on ne citera pas la marque, mais parce qu'il y a plusieurs marques qui font ce type d'appareil. Vous voyez, il y a deux lentilles, il y a deux objectifs, et donc ça permet justement de prendre une photo à 360 degrés. L'usage des photos à 360 degrés est évidemment un peu particulier. Un concessionnaire automobile, par exemple, qui veut montrer l'intérieur d'une voiture, mais aussi un agent immobilier. Vous savez que pour le moment, on a vécu une période où les visites des biens immobiliers étaient un peu restreintes à cause des normes sanitaires. Eh bien, on peut très bien faire un circuit de pièce en pièce avec ce genre d'outils à 360 degrés. Ce que je vais vous montrer maintenant, par exemple, eh bien, c'est un magasin, voilà, avec cette vision à 360 degrés qui permet finalement de faire une visite même sans y être.
Alors les photos à 360 degrés, on peut notamment les retrouver sur Google My Business. Mais ça permet justement de rendre un peu immersive une photo. C'est quelque chose d'un peu particulier. Et partager sur un réseau social, bah, ça fait toujours un tout petit peu le buzz. Hein, et donc, c'est pas mal de pouvoir le faire. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, en l'occurrence, un balcon. Voilà, un balcon d'un restaurant. On est à Liège. Et donc, ça permet justement de voir dans quel cadre on pourrait profiter du balcon. Donc voilà, ce sont des petites applications un peu pratiques. Si vous avez l'usage régulier de ce type de photographie, le produit que je vous ai montré tout à l'heure n'est pas très très coûteux. Maintenant, certaines agences vont pouvoir vous faire une fois une photo 360 degrés de votre showroom par exemple, et vous pourrez effectivement donner une expérience un peu plus immersive dès le départ à travers ce type de photographie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux 360 degrés, Pauline? Par rapport aux 360 degrés, non, pas pour le moment. N'oubliez pas que vous allez retrouver aussi toutes les infos données ici aujourd'hui, parce que vous avez pas mal de questions sur les outils qu'on a mentionnés au début du webinaire. Vous recevez les slides, vous aurez le replay. Donc voilà, petit rappel. Vous recevez aussi, à un moment, on a affiché les différentes options, Creative Commons, etc., ce qui est libre ou non, ce qu'on peut utiliser, etc., etc. Tout ça, vous le retrouvez évidemment dans les slides, donc pas d'inquiétude. Je vois quelques questions par rapport à ça. Et voilà, vous aurez tout après chez vous, dans votre canapé. Vous pourrez regarder à votre aise ces différentes slides. Alors, il y a une question par rapport au 360 de Dominique et Sabine. Comment s'appelle l'appareil pour réaliser les 360? Alors, je ne sais pas si on peut donner des marques. Il y en a plusieurs. Gérald, je laisse ça sur ton dos. Bon, en l'occurrence, ici, en plus, c'est un matériel d'occasion. Hein. Vous pouvez peut-être en trouver aussi sur Facebook Market ou autre. Hein. En l'occurrence, ici, c'est un ancien modèle de type GoPro, mais on trouve d'autres marques qui font ce type d'appareil. Donc, ce sont vraiment, vous demandez un appareil pour faire des photos et souvent des vidéos à 360 degrés. Vous en avez quelques-uns sur le marché et ce n'est pas très coûteux. Encore une fois, quand même, c'est en règle générale un appareil qu'on acquiert quand on en a l'usage. Et puis, tant que je suis devant cet appareil et on parle encore de photographie, je vais vous donner une petite astuce. Petite astuce justement de prise de photo, parce que ici on a parlé plutôt des espaces qu'on pouvait montrer avec un appareil 360 degrés, mais je vais vous parler aussi d'une autre petite astuce. Si par exemple vous voulez vendre en ligne, si vous remplissez votre boutique dans Google My Business, voire encore sur Facebook ou sur Instagram. Alors, vous n'avez pas forcément toujours des photographies de catalogue, mais par contre, vous souhaitez faire des photographies qui sont un peu neutres. Et il y a une petite astuce que je vais vous donner tout simplement. En règle générale, quand on photographie des objets pour un catalogue, on le fait souvent dans ce qu'on appelle un fond perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pli, on doit avoir quelque chose qui est assez lisse pour permettre d'avoir ce qu'on appelle un fond perdu. Hein. C'est les photographes qui utilisent ça. On a l'impression que le produit est perdu au milieu de nulle part. Ici, je vais vous donner une toute petite astuce si vous voulez commencer avec ça. Regardez bien, ici, j'ai tout simplement mis une feuille de papier assez grande, hein, ça peut être aussi une nappe en papier qui est arrondie et qui ne présente pas de plis, voyez. Et donc quand vous avez un objet comme celui qu'on a pris ici, en l'occurrence, eh bien vous avez quelque chose qui est assez sympa. Hein, on peut jouer, ici on est dans un studio télé, mais on peut jouer sur de l'éclairage, on peut décrocher le produit, l'objet, voyez. Ça peut être assez sympa d'avoir une photographie comme ça, sur un fond, parce qu'on a un fond propre, quelque chose comme ça. Alors je sais que parmi vous, il y a aussi des restaurateurs, des cuisiniers, des artisans. En règle générale, on essaie toujours aussi de décrocher l'objet. Décrocher l'objet, c'est quoi? Eh bien, par exemple, vous allez montrer une assiette, imaginons que ce soit une assiette de salaison par exemple, eh bien, vous pouvez très bien avoir une planche en bois qui est en dessous de l'assiette qui va permettre justement de décrocher l'objet et vous allez avoir des photographies de qualité. L'idée c'est que la photo puisse aussi représenter, donner une vision de ce que vous voulez faire, quelque chose d'un peu chaleureux, de ce que vous êtes en tout cas. Là je vous ai donné un fond qui est tout à fait neutre, mais en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez très bien vous constituer un petit fond qui sera souvent le même et qui va donner aussi l'image de marque aux photographies
des produits que vous photographierez et que vous diffuserez alors sur les réseaux sociaux. Alors, petite question, est-ce que c'est possible d'avoir un rendu de qualité en faisant un 360 avec son smartphone? C'est une question de Gaël. Alors Gaël et tous les autres, en fait, comme vous l'avez vu ici, on a aussi un pied. Ça, je pense que c'est important. Pour les photos comme pour les vidéos. Une photo à 360 degrés, par définition, autant qu'elle soit le plus stable possible. N'oubliez pas que dans le champ d'un 360 degrés, on peut aussi avoir des choses qui bougent. En l'occurrence, ici, dans les deux exemples, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de véhicule à proximité, mais imaginez que vous bougiez un peu et qu'en même temps, vous avez un véhicule, par exemple, qui passe dans le champ, vous allez vraiment avoir pas mal de problèmes sur une même photographie, alors que c'est quelque chose qui doit être quand même assez confortable. Et puis, j'ajouterais aussi qu'il y a toute une série d'outils, de pieds qui sont quand même peu coûteux et qui permettent, par exemple, voilà, j'en ai pris un ici aujourd'hui, qui permettent d'accrocher, par exemple, votre smartphone pour lui donner une certaine stabilité. Celui-ci, d'ailleurs, il a une particularité. Hein, s'il y a parmi vous des gens qui veulent faire un peu du blogging ou de la présentation, eh bien, vous pouvez coincer ici votre smartphone et ici une petite tablette. Comme ça, vous avez un prompteur. Vous pouvez même lire en fait un texte pendant que vous enregistrez la vidéo. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute une série d'outils qui sont maintenant en place pour vous permettre de faire des choses convenablement, mais toujours essayer au niveau des photographies d'avoir plutôt de la stabilité. Je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure avec les vidéos d'ailleurs. Je vous donnerai un autre exemple sur la stabilité. C'est quand même assez important d'avoir des petites astuces comme ça qui vous permettent d'avoir un travail de qualité et qui ne coûte vraiment pas cher. Alors tout à l'heure, tu parlais de fond perdu, de fond blanc pour photographier. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un fond vert? C'est aussi une question qui est apparue. Est-ce que photographier sur fond vert peut être intéressant ou pas, ou voilà. Alors, imaginons par exemple, je vais prendre un cas concret. Vous vendez des maillots de bain et aujourd'hui, vous souhaitez commencer à photographier les maillots de bain qui sont dans votre magasin. Vous allez demander à un mannequin de venir. Vous aurez peut-être un fond blanc, ce sera pas forcément très sympa, et si vous allez dehors, je pense que le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, ça ne donnera pas envie. Si vous avez un fond vert, effectivement, vous allez pouvoir changer le fond régulièrement, de manière telle, par exemple, à positionner votre mannequin sur, entre guillemets, une plage, entre guillemets, sous des palmiers, entre guillemets, à côté d'une piscine. Regardez Pauline, par exemple, aujourd'hui, elle est sur un fond vert. Et on aurait très bien pu... malheureusement, on n'a pas mis de plage, ni de piscine, ni de palmiers. C'est un peu dommage, mais on y réfléchira pour la prochaine fois. Donc, si vous avez l'usage, encore une fois, ce n'est pas très coûteux. Vous avez vraiment des roll-up maintenant en fond vert qui vous permettent de bien travailler. N'oubliez pas une chose quand même, c'est qu'il faut le fond vert, mais il faut quand même un peu d'éclairage. Donc, s'il y a des problèmes d'éclairage par rapport à un fond vert, la qualité risque de ne pas être au rendez-vous, mais vous pouvez utiliser un fond vert effectivement pour changer ce fond, tant pour la vidéo que pour la photographie. Et petite autre question, est-ce que tu as des conseils pour éviter les reflets? Alors là, on parle de comment faire une photo d'une bouteille en verre, mais ça pourrait être les lunettes, ça pourrait être d'autres situations. Comment éviter les reflets en photographie? Alors, en règle générale, déjà, on essaye d'éviter les éclairages directs. Donc, moins on a d'éclairage direct, moins on risque d'avoir des reflets. C'est très difficile, par exemple, de photographier de près ce qu'on appelle un packaging, par exemple, je sais pas moi, un plat préparé qui est sous vide. Vous allez toujours avoir du reflet avec l'étiquette. Alors, une petite astuce, c'est d'utiliser une gomme. Oui, vous prenez bêtement une gomme et vous allez commencer à un peu gommer la partie qui a des reflets. Là, vous allez avoir quelque chose de mat. Donc, évidemment, il ne faut pas faire des gros dépôts de gomme sur la partie en plastique qui reluit. Mais ça, c'est un élément qui va vous permettre justement de gommer un peu ça. Autre élément, vous prenez du papier, style du papier blanc, du papier de cuisine, vous voyez, du papier sulfurisé mais blanc, et vous pouvez le mettre aussi sur la lampe. C'est une astuce qui est aussi utilisée par les photographes d'ailleurs, qui fait du reflet. Là aussi, vous allez diminuer l'éclairage direct et la entre guillemets, brutalité entre l'éclairage et la partie qui reluit. Autre question ? Pour le moment, ça va. Il y avait des questions précédentes, mais sur notamment les formats. Mais je me répète, vous aurez toutes les infos détaillées par rapport au format et aux réseaux sociaux.
Il y a une question qui vient d'arriver sur les lightbox. Qu'est-ce que tu en penses bien à utiliser ou... Alors, les lightbox, c'est très bien utilisé. En fait, le petit système qu'on a mis ici, c'est le lightbox, c'est un site de lightbox low cost. Effectivement, encore une fois, si vous avez l'usage et si vous faites régulièrement des photographies, les lightbox, c'est quelque chose de très bien parce que justement, la lumière est diffuse. Elle va justement être gommée par le tissu. C'est quelque chose qui est justement réalisé exprès pour gommer un maximum de reflets et ça va vous permettre de faire des photographies que vous allez pouvoir aussi mettre dans votre catalogue, que ce soit sur Google My Business, sur Facebook, sur Instagram ou même sur votre site internet. D'ailleurs, dans certains lightbox, on a aussi des fonds verts ou bleus qui permettent encore une fois, un peu comme pour le fond vert vidéo ou photo qu'on évoquait tout à l'heure, qui permettent encore une fois de décrocher l'objet et de changer son fond avec un autre visuel. Et pour les photos, le fond vert, est-ce qu'il y a des applications spécifiques pour directement changer le fond vert Oui, il y a aussi des applications un peu gratuites. Enfin, elles sont gratuites, mais vous savez bien que quand il y a une application gratuite sur un smartphone, il y a de la publicité qui est liée. Mais il y a effectivement, si vous voulez commencer à tâter du fond vert, des applications gratuites sur les smartphones, sur les tablettes. Et les fonds verts maintenant sont assez peu coûteux. C'est parfois des toiles tendues qui ne vous permettent pas de vous prendre 2 pieds devant, mais qui vous permettent par exemple de vous prendre en partie. Donc vous pouvez tester ça, mais n'oubliez pas une chose, fond vert, bon résultat, c'est aussi de la lumière qui va permettre de décrocher la personne. Vous ne pouvez pas être trop près parce que sinon vous avez un style de halo vert qui se marque autour de vous. Et donc voilà, c'est une bonne chose. Ça s'utilise de plus en plus, c'est toujours plus démocratique. On l'a vu, même la photographie 360 degrés. On a ici, on le verra tout à l'heure, une petite caméra qui filme en 4K, qui est aujourd'hui accessible à tout un chacun et qui est quand même utilisée par des émissions de télévision. Donc effectivement, allez-y, si vous avez l'usage, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine, mais renseignez-vous bien. Donc fond vert, c'est aussi un peu d'espace. Vous ne pouvez pas faire ça dans un espace qui est trop restreint pour justement pouvoir avoir de la lumière et pouvoir avoir un contenu de qualité. Et oui, il y a des logiciels à la fois sur les smartphones, à la fois sur les ordinateurs qui vont vous permettre de remplacer ce fond vert par de la vidéo ou par une photo. Alors, je vois que dans les questions-réponses, certaines personnes partagent des applications, notamment pour le fond vert, pour gommer le fond vert sur smartphone. N'hésitez pas à partager aussi vos bons plans, vos applications. N'hésitez pas à le mettre plutôt dans le chat pour que ce soit aussi accessible à tout le monde et envoyé à tout le monde, les panélistes et autant les participants. Alors, je propose qu'on lance un autre WooClap. Et dans cette question, on vous demande, tiens, vous, qu'est-ce que vous avez comme matériel audio-visuel? Est-ce que vous avez juste un smartphone avec une caméra quand même, peut-être que vous avez un appareil photo numérique, une caméra 360, peut-être une action cam. Alors au niveau du son, est-ce que vous avez une oreillette pour smartphone, un micro pour smartphone, ou peut-être rien de tout ça? On vous pose la question, et si vous avez autre chose qui n'est pas mentionné dans ce WooClap, n'hésitez pas aussi à le mettre finalement dans le chat. Aujourd'hui, tu vas nous montrer plusieurs outils. Donc, tu nous as déjà montré l'appareil qui fait des photos 360, mais également un appareil photo numérique. On aura une action cam, on aura différents micros également qu'on verra, qu'on pourra adapter aussi sur smartphone. Alors, je regarde un petit peu le WooClap et je te partage les résultats. La plupart ont un smartphone et ça, on expliquera après voilà, toutes les choses qu'on peut déjà faire avec un smartphone. 39% des répondants ont également un appareil photo numérique. 13% ont une oreillette pour smartphone, 12% ont un micro pour smartphone et 2% de personnes n'ont rien de tout ça. 13% ont aussi une action cam style voilà, GoPro, on va quand même citer, c'est très très connu. Donc voilà. Alors on vous tease un petit peu la suite
du webinaire. Qu'est-ce qu'on va voir juste après? On va parler évidemment vidéo. Je vais vous partager ça également, l'agenda de ce webinaire. Voilà. Voilà. Donc on a déjà vu tout ce qui était illustration, on trouvait des images. Et juste après, on verra davantage encore la vidéo avec des démonstrations de Gérald. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Le numérique a investi toutes les strates de la société. L'industrie, la santé, l'éducation, le commerce. Il est indispensable pour chaque entrepreneur de transformer sa manière de produire et de vendre en tirant le maximum des technologies disponibles. Christine, gérante de plusieurs boutiques de produits locaux, se demande comment exploiter ces technologies pour développer son affaire. Mais c'est bien compliqué. Par où commencer? Le site web? La logistique? Former son personnel? Faire le point tout d'abord. Digital Wallonia propose à tous les entrepreneurs de calculer en moins d'1 heure le Digiscore de leur entreprise et d'identifier les ressources à mobiliser pour progresser de façon assurée dans l'économie numérique. Christine se réjouit de voir que le niveau de maturité numérique de Wallodelis est globalement proche de la moyenne des entreprises wallonnes. L'analyse plus fine montre qu'elle est en effet dans la moyenne pour son équipement et pour la gestion de ses processus. Sa stratégie commerciale est un peu supérieure, mais elle doit surtout envisager d'améliorer la gestion de ses ressources humaines, probablement par des formations ou plus de collaboration numérique. Ses concurrents dans le commerce sont en moyenne plus faibles, sauf pour la gestion des ressources humaines. Vis-à-vis de l'Horeca, Wallodelis est clairement plus avancé. Par contre, en comparant aux autres entreprises de la même classe de taille, Christine prend conscience des progrès que son entreprise pourrait encore réaliser. Comment y parvenir ? De nombreuses pistes sont proposées dans les ressources et cette liste est appelée à évoluer grâce aux partenaires du Digiscore. Bien sûr, les chèques entreprises, mais aussi la liste de prestataires référencés sur Digital Wallonia, des pistes de formation ou encore des vidéos sélectionnées pour mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique. Avec ce rapport, Christine peut à présent imaginer de nouvelles pistes pour poursuivre la transformation numérique de son commerce. Elle pourra aussi l'examiner avec ses partenaires de développement économique. Le Digiscore, savoir où j'en suis aujourd'hui pour mieux exploiter le numérique dès demain. Aussi sur tablette et smartphone. Le numérique a investi toutes les strates de la société. L'industrie, la santé, l'éducation, le commerce. Il est indispensable pour chaque entrepreneur de transformer sa manière de produire et de vendre en tirant le maximum des technologies disponibles.
Christine, gérante de plusieurs boutiques de produits locaux, se demande comment exploiter ces technologies pour développer son affaire. Mais c'est bien compliqué. Par où commencer? Le site web? La logistique? Former son personnel? Faire le point tout d'abord. Digital Wallonia propose à tous les entrepreneurs de calculer en moins d'1 heure le Digiscore de leur entreprise et d'identifier les ressources à mobiliser pour progresser de façon assurée dans l'économie numérique. Christine se réjouit de voir que le niveau de maturité numérique de Wallodelis est globalement proche de la moyenne des entreprises wallonnes. L'analyse plus fine montre qu'elle est en effet dans la moyenne pour son équipement et pour la gestion de ses processus. Sa stratégie commerciale est un peu supérieure, mais elle doit surtout envisager d'améliorer la gestion de ses ressources humaines, probablement par des formations ou plus de collaboration numérique. Ses concurrents dans le commerce sont en moyenne plus faibles, sauf pour la gestion des ressources humaines. Vis-à-vis de l'Horeca, Wallodelis est clairement plus avancé. Par contre, en comparant aux autres entreprises de la même classe de taille, Christine prend conscience des progrès que son entreprise pourrait encore réaliser. Comment y parvenir ? De nombreuses pistes sont proposées dans les ressources et cette liste est appelée à évoluer grâce aux partenaires du Digiscore. Bien sûr, les chèques entreprises, mais aussi la liste de prestataires référencés sur Digital Wallonia, des pistes de formation ou encore des vidéos sélectionnées pour mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique. Avec ce rapport, Christine peut à présent imaginer de nouvelles pistes pour poursuivre la transformation numérique de son commerce. Elle pourra aussi l'examiner avec ses partenaires de développement économique. Le Digiscore, savoir où j'en suis aujourd'hui pour mieux exploiter le numérique dès demain. Aussi sur tablette et smartphone. Rebonjour, bienvenue à tout le monde. On est dans le webinaire création de contenu avec Gérald et moi-même. Alors, dans les outils que vous utilisez aussi, j'ai pu lire dans le chat pendant la pause que vous aviez aussi des lumières sur trépied. N'oubliez pas, vous pouvez tester différentes inclinaisons. Il y a eu la question, tiens, comment éviter les reflets sur les lunettes en vidéo ? On en discutait justement, il suffit parfois de juste modifier la lumière, l'emplacement de la lumière, pardon. Alors, vidéo, mais parfois on va chercher directement les vidéos toutes faites et là, Gérald va nous partager des outils, des banques d'images, mais des banques d'images vidéo. Alors effectivement, on a tout à l'heure de Pexel, cette banque d'images qui vous proposait gratuitement à la fois des photographies pour illustrer vos publications, mais aussi des vidéos. En l'occurrence, là, on est dans un schéma qui est gratuit, mais il y en a d'autres. En l'occurrence, ici, je vais aller sur Video Hive, vous voyez. Donc, quand vous allez sur ce site internet, je peux peut-être augmenter un peu la taille, comme ça vous verrez mieux. Eh bien, vous avez à la fois la possibilité d'avoir, par exemple, si vous faites un peu de montage, des petites mises en page, entre guillemets, vidéo qui sont déjà disponibles. Et puis alors, vous avez toute une série d'extraits de différents types. Vous voyez, c'est industriel, c'est de la nature, c'est aussi des incrustations que vous pouvez avoir. C'est ici allez, on peut utiliser des fonds aussi. Vous avez des fonds, par exemple, justement, on parlait de fonds verts, on peut en avoir quelques-uns. Donc vous avez des petits extraits que vous pouvez aller télécharger pour votre usage. Ce sont des éléments qui sont à ce moment-là professionnels.
Donc, vous avez la possibilité, évidemment, vous, de créer, et on a bien entendu que, visiblement, vous êtes déjà bien équipé, puisqu'on parle aussi de LED, etc. Et c'est vrai qu'en règle générale, le matériel s'est très fortement démocratisé. Aujourd'hui, vous imaginez un smartphone peut parfois filmer avec une résolution de 4K, ce qu'on n'imaginait même pas, à la limite, avec des caméras de télévision il y a une vingtaine d'années. Donc c'est assez amusant. Alors évidemment, quand on filme, on a aussi besoin de matériel. Et donc, je n'ai pas été maître du bazar ici dans le studio, mais simplement vous rappeler peut-être quelques astuces et vous donner quelques astuces pour la vidéo. Alors la vidéo, encore plus que pour la photo 360, nécessite souvent un pied, parce que ça va vous donner de la stabilité, etc. Mais il y a peut-être d'autres astuces à connaître. Un exemple. Quand vous prenez, je vais prendre ici ma tablette, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent vous avez les boutons, et c'est pareil avec un smartphone, les boutons de zoom qui sont à proximité de l'objectif. Donc ça, c'est déjà une première spécificité. Puis il faut tenir sa tablette, et en règle générale, jouer avec le zoom, c'est pas très pratique. Donc il vaut mieux souvent utiliser par exemple son smartphone ou sa tablette pour aller en avant et en arrière par rapport à ce que vous filmez. Donc c'est quand même beaucoup plus stable d'aller en avant et en arrière sans zoomer. D'ailleurs, c'est bien simple par rapport à ça. Si on prend par exemple cette petite caméra, alors on ne va pas de nouveau citer la marque, parce que sinon on va avoir l'impression qu'on vous donne un webinaire sponsorisé. Mais en l'occurrence, sur ce type de caméra, qui, comme je le disais tout à l'heure, est utilisé dans des émissions tout à fait professionnelles, eh bien, il n'y a pas de zoom. Il n'y a pas de zoom parce que justement, on a tendance à aller de l'avant en arrière et on a une caméra qui est stabilisée. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous marchez avec ça, vous allez avoir quelque chose de très fluide parce que la correction par rapport au pas que vous imprimez à la vidéo, eh bien, elle est corrigée par cette petite machine qui filme quand même avec une résolution très suffisante et avec des réglages automatiques, notamment au niveau de la luminosité. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, au niveau aussi de la vidéo, on n'y pense pas, mais quelque chose de très important par rapport à la vidéo, c'est le son. Ah oui, ça peut paraître paradoxal, mais la plupart des personnes qui filment avec un smartphone, avec des petits outils comme celui-là, font souvent l'erreur de penser que, eh bien, c'est le support qui va filmer qui va prendre le son de façon correcte. En fait, il faut toujours penser à quelque chose. Le son n'est jamais aussi bon qu'à la source. Or, si par exemple, là, on fait le test. On est dans une pièce, on est séparé avec Pauline, et je vais demander à ce qu'on coupe mon micro pendant un certain temps, et vous allez quand même m'entendre parler. Est-ce que vous entendez la différence? Vous voyez? Vous entendez la différence, ça veut dire qu'il y a maintenant un écho, parce que le micro est trop loin. Si Pauline me filmait avec son smartphone, c'est ce type de son que vous entendriez. Alors maintenant, on va rallumer mon micro et vous entendez la différence de qualité parce que justement, ici, on est de nouveau près de la source sonore. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a ce petit outil et qu'on doit en même temps capter son son? Eh bien, on prend son smartphone, qu'on met en poche, et on va pouvoir brancher dessus un micro tout à fait professionnel grâce à des petits adaptateurs. Alors, j'ai un peu de bazar ici, mais je vais vous montrer ceci, voilà. Ça, c'est un micro de type professionnel, c'est un micro-cravate, plus ou moins comme celui que je porte aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voyez son embout, vous voyez sa connectique ici, c'est ce qu'on appelle une prise Canon, c'est un peu particulier. Et donc ça, c'est souvent pour du matériel professionnel. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des choses très chères. Voilà un petit outil qui fonctionne avec une petite pile, parce que parfois ce genre de micro doit être alimenté. Et vous avez un réglage à la fois de volume. Vous pouvez plugger ceci dans votre appareil et alors vous avez un adaptateur à mettre par rapport à votre smartphone ou à votre petite caméra, ou bien alors encore à votre appareil photo. Et dans les appareils photo, puisqu'on y est, eh bien vous avez de plus en plus des appareils photo avec ce type d'écran. Vous voyez l'écran qui, justement, se retourne vers vous de manière telle à vous permettre de voir ce que vous filmez quand vous vous adressez à la caméra. Alors, encore une fois, si vous vous filmez, vous mettez ça sur un pied, vous voyez ce que vous contrôlez et vous avez le son qui doit être pris sur vous de manière telle à avoir
un son de qualité. Ça, c'est vraiment les petites astuces en matière de vidéo. Alors peut-être, avant de continuer, fais quand même un petit tour des prix, plus ou moins, de ce que tu nous montres, pour avoir une idée. Alors, ici, dans tout ce qu'on a montré, puisqu'on demande les prix, on va peut-être repartir sur la petite caméra 360 degrés dont on n'a pas évoqué le budget tout à l'heure. Hein. On est grosso modo entre 300 et 400 euros en criant fort, hein, parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs marques. Ici, on est peut-être avec une petite quarantaine d'euros. Même pas, je pense qu'on est un peu en deçà. Alors ici, évidemment, les appareils photo, ça dépend de la résolution du type d'appareil photo et autres. Ça, vous connaissez un peu les prix aussi bien que moi. Hein. Ce n'est pas un gros appareil, je n'en ai pas l'usage. Hein. C'est pour faire une petite vidéo. Et ceci fait quand même du 4K. La petite GoPro, c'est même plus le dernier modèle. Là encore, si vous voulez retrouver ça, vous en trouvez sur les places de marché en ligne, d'occasion, etc. Franchement, là, vous allez peut-être en trouver pour 150 euros, mais il y a des modèles qui sont encore bien plus bas et qui font quand même le job, peut-être avec un peu moins d'endurance au niveau de la batterie. Donc ça, il faut peut-être vous méfier au niveau de la batterie, mais vous avez ce qu'il faut avec ça. Et puis alors, il y a toute une série de petits supports à moins de 10 euros qui vont vous permettre justement d'adapter à un pied une tablette, un smartphone. Alors, si vous êtes un cran au-dessus, vous avez aussi des micros de ce type pour faire des interviews, si vous interviewez des personnes, par exemple, dans le cadre d'un blog. Et puis alors, là, on est un peu plus loin déjà dans la qualité et dans l'usage, avec ce type d'appareil qui est quasi professionnel, qui permet à la fois d'enregistrer une conférence avec ces deux micros et aussi de plugger un micro-cravate, comme je l'ai montré tout à l'heure, et donc vous reprenez le son ensuite et vous le collez, entre guillemets, à votre vidéo. Donc tout ça fonctionne évidemment avec des cartes mémoire standards, comme vous les trouvez dans le commerce. Alors, petite question, comment tu combines le tout? Est-ce qu'on sait par exemple mettre un micro sur la GoPro? Alors on sait, mais il y a des adaptateurs grosso modo pour tout. Puisque vous savez bien que les fabricants, notamment de GSM, ils ont justement l'art de changer toujours la connectique. C'est grosso modo pareil pour ces différents éléments-là. Il vous faut des adaptateurs de ce type-là, j'en ai d'autres, hein. Je n'ai pas fait ici un répertoire ou une collection d'adaptateurs, mais oui, globalement, il y a des adaptateurs pour tout. Sur un téléphone, par exemple, sur un appareil photo comme celui-ci, si on regarde, on va avoir à la fois des connectiques tout à fait professionnels type HDMI et des connectiques justement pour le son. Donc vous avez maintenant des facilités. Voilà, je vais vous les montrer ici. Voilà. Ici, on est vraiment avec une prise jack au niveau du son. Ici, on a une prise USB, une prise HDMI. Hein. Ce sont un peu les prises que vous trouvez aussi pour vous brancher sur votre télévision. Et vous avez de plus en plus d'appareils qui aussi offrent une connectique Wi-Fi. C'est-à-dire que la GoPro, ici, vous allez pouvoir voir ce qu'elle filme sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ça va jouer un peu les moniteurs, si vous voulez, les écrans de contrôle. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure vision de vos réalisations vidéo. Alors, tu parles de vidéo, mais est-ce qu'il est encore possible de mettre une couverture vidéo sur une page professionnelle Facebook? Une couverture vidéo, une couverture animée? Oui. Exactement. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Sur les pages Facebook. Alors, évidemment, il faut bien faire la différence entre profil et page. Hein. On l'a déjà vu, enfin, on va revoir tout ce qui est réseaux sociaux justement dans le prochain webinaire, ça tombe bien. Et on reparlera justement des différentes adaptations par rapport à ça et comment habiller de façon spécifique les différentes pages. Et donc, encore une fois, attention, profil et page sont des éléments séparés. Par contre, on verra à la fin de ce webinaire un ou deux logiciels qui vont justement vous permettre de travailler à la fois l'aspect visuel en intégrant des vidéos dans, par exemple, des bandeaux ou des stories. Alors, au niveau des questions, n'oubliez pas de les mettre plutôt dans la partie questions que dans
le chat. Il y a encore une question par rapport au son. Est-ce que les micro-cravates avec les fils, c'est pas dérangeant quand on filme avec son smartphone, qu'on a ce micro-cravate? Oui, mais non, voilà. Donc je vous réexplique. Donc en fait, voilà, moi, si je prends le micro-cravate ici ou si je le branche sur un smartphone, ce que je ne vais pas faire puisque donc ils sont là sur la table, je vais prendre le micro-cravate que je vais brancher à mon smartphone que je vais garder dans ma poche. Donc je serai tout à fait libre et par exemple ce sera quelqu'un en face de moi qui aura ou bien un pied, hein, un pied vidéo sur lequel sera la caméra et donc moi je serai tout à fait libre par rapport à ça. Donc j'ai le son qui est enregistré ici et puis je l'ai fait coïncider après dans ma vidéo pour avoir un son de qualité tout à fait convenable. Maintenant après vous avez aussi des systèmes un peu plus coûteux hein, qui permettent justement d'envoyer sans fil le son vers la caméra sur un appareil photo ou vers une petite caméra. Donc là c'est quand même un peu plus cher. Il faut avoir l'usage, encore une fois, hein, ce type de matériel, si vous en avez l'usage, ça vaut la peine de faire l'investissement. Si c'est quelque chose de tout à fait ponctuel ou si vous voulez essayer, ben, il vaut mieux d'abord peut-être essayer avec le matériel d'un ami ou de quelqu'un d'autre avant d'en faire l'acquisition. Alors, petite question aussi, tu parles de, voilà, en post-production, relier le son à la vidéo qu'on aura pris. Est-ce que tu as des conseils par rapport aux différents logiciels ? Alors, on verra dans un prochain webinaire comment monter une vidéo sur son smartphone, hein, même si le smartphone c'est peut-être parfois un peu petit, c'est peut-être mieux de le faire sur une tablette. Mais en fait, coïncider le son, c'est de là que vient le fameux... Là, c'est le technicien qui ne va pas être content. C'est de là que vient le fameux clap, en fait. Quand vous faites un clap au cinéma, c'est pas pour le fun, c'est pas pour le folklore. C'est parce qu'à ce moment-là, dans la ligne du temps de votre son, vous allez avoir un pic. Et le pic va vous permettre de synchroniser le clap qu'on va voir dans les mains et le pic du son. Et c'est comme ça qu'on synchronise le son qui est pris séparément de la vidéo. Et puis, après, je vais quand même préciser aussi, il y a des gens qui n'aiment pas parler à une caméra. Et donc là, je vais aussi vous donner une astuce. Vous avez probablement envie peut-être de faire une vidéo pour expliquer ce que vous faites dans votre magasin, dans votre commerce, mais vous n'aimez pas parler à la caméra. Tout le monde n'aime pas faire ça. Parfois, on s'embrouille, on s'en mêle un peu les pinceaux et on a la langue qui fourche, comme on dit, hein, on se prend les pieds dans le tapis. Eh bien, c'est assez simple. Faites votre vidéo et enregistrez votre voix en off. C'est-à-dire que vous allez faire le commentaire de ce qu'on va voir en vidéo. Et vous ne le faites pas face à la caméra, vous faites tout simplement votre enregistrement bien à l'aise et vous collez effectivement ce commentaire à la caméra, ce qui va vous permettre de faire votre vidéo de présentation sans pour autant être, vous, entre guillemets, à l'écran. Et du coup, est-ce que tu as des conseils peut-être pour la voix et voilà, j'ai vu des gens dire « Ah, j'ai une voix trop grave pour parler à la caméra ». Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Alors, en règle générale, je vais vous dire, on n'aime jamais sa voix, sauf quand on est animateur de radio. Voilà, si vous n'êtes pas animateur de radio, allez-y quand même. Et puis, faites votre vidéo et demandez à des amis. Mais en règle générale, on n'aime jamais sa voix. Franchement, moi quand je m'entends, je ne m'aime pas non plus. Donc je pense qu'on doit être un grand maximum à ne pas aimer notre voix quand on l'entend. Donc franchement, soyez vraiment décomplexés par rapport à ça. Maintenant, il est vrai aussi que sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'active pas toujours le son, on a de plus en plus des vidéos avec des sous-titres. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une musique d'ambiance et... avoir le sous-titre qui vient en lieu et place de votre commentaire. Mais vous savez, quand vous vendez votre commerce, c'est aussi un peu de votre ADN hein, qui passe. Donc, c'est quand même pas mal de pouvoir s'impliquer aussi dans une vidéo, même si on ne vous voit pas. Alors, petite question aussi, est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de synchroniser le son et l'image? Et ça, je pense que ta réponse, ce sera venez au webinaire sur comment créer une vidéo. Oui, parce qu'on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Hein. Vous allez voir que j'en ai encore des astuces à vous donner. Vous allez rentrer chez vous avec une trousse à outils assez importante. Et malheureusement, en 2 heures, on ne peut pas tout voir et répondre à toutes vos questions. Parce que là, j'ai encore justement des éléments à vous montrer. Et notamment vous donner des adresses concernant les banques de sons. Ben oui, parce qu'avant de parler, avant de synchroniser le son, vous allez peut-être faire tout simplement une vidéo entre guillemets muette, c'est-à-dire une vidéo de présentation avec une musique d'ambiance dessus. Là encore une fois, vous allez pouvoir choisir votre son comme bon vous semble. Il y a aussi des sons que vous pouvez mettre sur des illustrations qui ne sont pas des vidéos. Je vais vous donner un exemple tout de suite. On va aller sur
le site qu'on avait tout à l'heure, c'était Video Hive. Et si vous voyez un peu le dessus de la... Voilà, au-dessus, on a aussi ici la possibilité d'aller trouver de l'audio. Donc par exemple, imaginons que je vais avoir une musique de Noël. Là, je suis sur un site qui est en anglais. Et ben, je vais avoir toute une série de musiques qui vont me permettre, par exemple, d'illustrer Noël. Donc voilà, vous avez des petites thématiques comme ça qui peuvent se trouver. On a aussi, dans les adresses qu'on va vous donner, l'adresse d'un site où vous pouvez encore une fois aller télécharger quelques musiques gratuitement. Et vous avez aussi, on le verra dans ce webinaire avec la vidéo YouTube, vous avez aussi des sons gratuits disponibles sur YouTube pour illustrer vos vidéos. Alors après, est-ce que vous venez avec de la voix ou non? De toute façon, vous avez la matière pour pouvoir illustrer votre vidéo en fonction du tempo et de l'ambiance que vous voulez lui conférer. Dans les outils que tu mentionnais sur les slides, il y avait Sonofind et CC Mixter, c'est bien ça? Exact, oui. Donc ces deux adresses URL, on va vous les donner. Sonofind, c'est un payant. CC Mixter, c'est un gratuit. Il y en a d'autres, encore une fois. Hein. Donc, encore une fois, ce qu'il faut vraiment voir, c'est quand vous allez chercher la source, l'image ou le son, l'usage que vous pouvez en faire en fonction du droit d'auteur. Ça, c'est vraiment important. Et de toute façon, les éléments payants, souvent, vous ne pouvez pas les télécharger de façon convenable si vous n'avez pas effectivement payé. Vous pouvez peut-être prendre un échantillon, mais pas effectivement avoir le son comme vous pourriez l'avoir de façon payante. Mais ce sont deux ressources qu'on vous donne parmi d'autres. Alors je regarde, je fais un petit tour dans les questions. Je vois qu'il y a des gens qui partagent aussi des sites internet pour retrouver aussi du son. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager. Nous sommes quand même plus de 200 connectés. Donc voilà, ça fait une forte intelligence collective. Donc n'hésitez pas à partager également vos contenus et vos bons plans. Alors, peut-être avancer dans le contenu. Tu parlais d'enregistrer la voix séparément, enregistrer le son à la source et comment est-ce qu'on habille finalement nos vidéos? Alors, les vidéos et les images d'ailleurs pour les illustrations, comme on l'a évoqué et comme vous allez le retrouver dans un des documents qu'on va vous communiquer, elles ont des formats différents. Il n'y a pas énormément de logiciels qui permettent à la fois de faire des publications Instagram, de faire des bandeaux YouTube, de faire des bandeaux Facebook. Il n'y en a pas vraiment des masses. On a décidé aujourd'hui de vous en présenter deux. En l'occurrence, on va vous présenter deux qui, encore une fois, ont une formule qui est tout à fait gratuite en entrée de gamme. C'est ce qu'on appelle le freemium. Et puis, si vous voulez effectivement aller plus en avant, il y a une fonction payante. Moi, un outil que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est Canva. Alors Canva, je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi Canva est un outil intéressant. C'est que dès que vous rentrez dans Canva, pour lequel évidemment il faut vous inscrire, vous allez voir en fait toute une série de formats, justement aux dimensions préenregistrées, hein, ce sont des éléments préformatés, et donc ça va de la story Instagram qui est à la verticale, un peu comme on l'a vu avec IGTV, en passant par la couverture Facebook, la vignette YouTube, la publicité Facebook, les publications plus carrées Instagram, mais vous avez aussi justement les vidéos, certaines infographies, voire même certains imprimés. Alors, quel est l'intérêt d'avoir justement des imprimés, les réseaux sociaux, etc. C'est que une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez déterminé votre design, vous savez qu'on a parlé de branding lors d'un webinaire précédent, puisque c'était le webinaire sur le plan de communication. Donc vous allez déposer votre logo, les couleurs que vous utilisez dans le cadre de votre charte graphique, par exemple le type de texte que vous allez utiliser pour l'ensemble de vos publications, et ça va vous permettre d'avoir une harmonie, quelle que soit la publication que vous allez faire. On va reconnaître un peu votre image de marque à travers ce type de production. Alors, vous allez pouvoir avoir différents types de formats. Vous apportez vos visuels dans cette machine et vous allez retrouver tous vos designs par rapport à les formats que vous allez choisir. Alors ici, par exemple, je prends à titre d'exemple, je vais un peu agrandir pour que vous puissiez voir l'écran. Voilà, j'ai pris une publication verticale, donc on est plutôt dans un schéma de story plutôt que de l'IGTV, et on va pouvoir intégrer dedans, après avoir choisi
son type de graphisme, on va pouvoir intégrer soit des vidéos, soit des photos, des textes différents. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en page. Et vous avez déjà toute une série de modèles qui sont préformatés. Je vais revenir à l'accueil, je vais vous montrer un autre type de publication. Ici, voilà, c'est une publicité Facebook qui est proposée, donc un format, encore une fois, préenregistré. Donc on est dans l'horizontale, là, plutôt. Donc vous avez déjà tous ces formats qui sont préenregistrés avec des modèles qui vous sont proposés, mais pour lesquels, évidemment, vous pouvez changer et les visuels et les textes. Voilà. Vous pouvez aussi créer vos propres styles. Vous voyez, vous avez déjà des tendances, des codes couleurs qui sont proposés. Vous avez des éléments que vous pouvez ajouter sur certaines stories, par exemple, comme des éléments animés. Et vous pouvez importer toute une série de photographies ou de vidéos dans cette machine qui va vous permettre de recomposer après, publication par publication. Alors, quand vous avez enregistré votre publication, imaginons que celle-là, ce soit une publication que j'ai créée et que je souhaite redimensionner, eh bien c'est facile. Là, c'était, vous vous en souvenez, un bordeaux ou une publicité Facebook, donc c'était horizontal. Je vais choisir ici publication Instagram. Voilà, je fais copier et redimensionner. Et on va voir qu'avec le même visuel, le système, voilà, a retracé un carré, un format qui est compatible avec Instagram. Et donc, avec la même publication, je vais tout de suite l'adapter pour un autre support, pour un autre réseau social. Alors, imaginez, c'est quelque chose qui fonctionne avec YouTube, avec Instagram, avec Facebook. Vous pouvez aussi imprimer, par exemple, ceci sur une enveloppe ou sur un menu, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un des outils que je vous préconise. Et encore une fois, j'essaie toujours de vous donner des petites astuces qui sont utilisables avec un smartphone, avec une tablette et avec l'ordinateur. Donc si même vous voulez faire une petite story vite fait en sortant le smartphone de votre poche, c'est possible. Donc Canva est disponible également sur smartphone pour pouvoir directement utiliser ces visuels depuis son smartphone et les adapter selon le réseau social. Exactement. Je sais que vous avez peu de temps quand vous êtes dans votre commerce pour justement vous mettre à faire des publications. Eh bien, on peut avoir déjà une base qui a été créée sur Canva et que vous allez modifier en très très peu de temps grâce à votre smartphone. Autre application du même type, parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité d'une application en particulier, c'est Spark. Spark qui a plus ou moins les mêmes fonctions et qui est un produit qui a été créé par Adobe. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Adobe, mais c'est quelque chose qui, c'est une marque qui a dans son giron notamment Photoshop, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou InDesign qui sont des outils de mise en page professionnelle. Là aussi, vous avez une petite application qui, tant sur votre ordinateur que sur votre smartphone, va vous permettre de mettre en page, de changer des publications à partir d'un design que vous aurez déterminé. Donc vous avez comme ça un travail qui est facilité parce que vous déterminez vraiment votre format, votre look si vous voulez, et puis vous changez un visuel, une vidéo, le texte, et vous avez votre publication qui est prête. Donc, on rappelle les deux outils qui viennent d'être présentés. Je les affiche à l'écran, canva.com et Spark de Adobe. Donc Adobe qui a des outils très connus comme Photoshop, Adobe Premiere, etc., etc. Et donc il y a à chaque fois une partie gratuite. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez opter pour la partie payante. Alors, à la suite de ce webinaire, Gérald, tu parlais de mettre au format. Canva fait ça, mais aussi d'autres logiciels, il me semble. Exactement. En tout cas, pour faire la mise au format, on en a déjà parlé dans un autre webinaire. Il y a vraiment un truc très très simple sur lequel je vais peut-être revenir parce que vous l'avez tous sous la main. C'est les outils dans Google. Donc, vous avez un outil qui s'appelle Google Slide qui est entièrement gratuit et qui vous permet de reformater, même s'il n'est pas prévu pour au départ, de reformater votre publication, votre visuel en tout cas, comme bon vous semble, en fonction des formats qu'on vous communiquera, qui sont ceux de YouTube, de Facebook, d'Instagram, etc. Google Slide, c'est un de ces outils Google que vous trouvez en haut à droite quand vous avez un compte Google, vous avez déjà fait ça. Vous avez un petit carré qui apparaît, vous voyez ici. Voilà, je vais agrandir parce que comme ça, on ne voit pas grand-chose. Voilà, en haut à droite,
Hop. Vous voyez ce petit carré-là, les applications Google. Vous allez sur Slide. Vous choisissez votre publication. Et alors, donc là, ici, j'ai pris une publication au hasard. Dans Fichier, vous allez dans les détails du document. Voilà. Et on va pouvoir changer le format du document. Voilà. Vous mettez par exemple, donc si je prends le cas d'une publication Instagram, on sait qu'on est dans un carré, donc je vais faire un 14 sur 14. Et de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, hop, je vais avoir mes slides qui vont se mettre au format carré. Il suffit que je télécharge par exemple cette publication, ce premier slide, et ben j'ai déjà grosso modo ma publication pour aller sur Instagram. Donc reformater, c'est très simple, les outils sont déjà là. Donc même sans aller dans Canva, même si vous trouvez que c'est un peu compliqué, même si vous n'avez qu'un seul réseau social que vous activez et un seul type de support, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez faire la même chose éventuellement pour des visuels rectangulaires en hauteur, pour les stories par exemple. Donc c'est vraiment un outil qui est en ligne, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser très facilement, même si vous n'êtes pas très féru de ces petites applications que l'on trouve à la fois sur les tablettes, les smartphones et sur Internet. Alors, petite question WooClap pour un peu dynamiser aussi cette présentation. À votre avis, quelle est la durée moyenne par jour que les Belges passent à regarder des vidéos sur Internet ? Alors, pour l'instant, ça oscille. 35%, 30% ont répondu 40 minutes et aussi quasi équivalent, ça change rapidement, 2h30. À ton avis, Gérald, quelle est la durée moyenne par jour que les Belges passent sur Internet à regarder des vidéos? Sur Internet, 2 heures? Alors 2h30, c'est effectivement la plus grosse réponse. 39% ont répondu 2h30. Et en fait, finalement, c'est 40 minutes. Donc sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc l'importance quand même des vidéos, 40 minutes passées devant son smartphone, son écran, à regarder des vidéos. Effectivement, c'est un format qui est sur tous les réseaux sociaux et c'est un format finalement inévitable. C'est effectivement un format facile. Alors pourquoi les vidéos? Déjà, Confucius disait qu'une image vaut 1000 mots. Alors vous imaginez une vidéo, c'est quand même une série d'images avec du son en plus. Mais regardez, par exemple, une recette de cuisine. Des recettes de cuisine, on en trouve quand même un peu partout. Il suffit de retourner une étiquette pour avoir une recette qui va avec le produit que vous venez d'acheter. Et pourtant, on a pas mal de recettes qui sont en ligne, en vidéo, et qui vous donnent toute une série d'astuces. Vous avez aussi pas mal de tutos. C'est quand même beaucoup plus facile à lire. À partir du moment où c'est sur un réseau social, c'est aussi facile à partager et c'est aussi facile à mettre de côté. D'ailleurs, tiens, on a commencé ce webinaire avec le problème d'avoir des idées à publier. Eh bien, je veux donner aussi un autre outil qui va vous permettre de réserver de côté des éléments ou des idées que vous devriez peut-être utiliser plus tard. On était tout à l'heure dans Google, hein, vous vous souvenez? On va y retourner d'ailleurs, puisque c'est encore une fois un outil gratuit Google. Hein, Google est notre ami. Et donc, vous avez un truc qui s'appelle Google Keep, voilà, ici. Ça, franchement, c'est de la balle. Puisque, comme vous voyez, on peut faire des rappels, on peut avoir des libellés, on peut avoir des archives. Alors, il faut savoir que Google Keep, c'est un style de boîte à idées que vous pouvez utiliser un peu comme Pinterest, sauf que c'est pour vous. C'est un peu votre portefeuille, c'est un peu comme si vous mettiez toute une série de post-it quelque part pour pouvoir les réactiver à un moment. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez voir quelque chose sur Internet, vous allez le partager sur Google Keep avec un libellé. Par exemple, vous avez la prochaine collection, vous avez un magasin textile, hein, imaginons. Et bien, la prochaine collection, vous voyez quelque chose passer, vous allez le mettre dans Google Keep avec un libellé nouvelle collection.
eh bien, vous allez pouvoir vous faire un rappel pour aller lire ce que vous n'avez pas eu le temps de lire. Mais alors, ce qui marche bien aussi avec Google Keep, c'est qu'encore une fois, ça fonctionne sur un ordinateur et ça fonctionne sur un smartphone. Alors, autre petit outil, imaginons, vous êtes à la maison, vous voyez quelque chose que vous devez absolument faire au magasin, ou absolument lire au magasin, ou absolument partager avec votre collègue. Eh bien, vous allez pouvoir faire un rappel qui, si vous autorisez la géolocalisation de votre smartphone, va venir un peu vous titiller quand vous serez au magasin. Donc vous lui dites, voilà, rappelle-moi de parler, je ne sais pas, avec ma collègue de cette nouvelle collection dans mon magasin quand j'y serai. Et quand vous y serez, eh bien, vous allez avoir un rappel qui va justement vous dire, tiens, il y a une publication à faire où je dois justement parler de ce que j'ai vu passer sur Internet par rapport à cette nouvelle collection qu'on va peut-être recevoir ou qu'on devrait éventuellement commander pour le magasin. Donc Google Keep, c'est aussi là-haut, hein, c'est toujours assez facile d'accès. On est dans le coin supérieur droit, là, près de votre compte Google. Et donc, ces notes, vous pouvez effectivement créer des libellés. Par exemple, voilà, je viens de parler de textiles, je vais parler de nouvelles collections. Et vous pouvez classer tous les posts comme ça par libellé dans votre Google Keep. Donc si on résume, vous avez un manque d'idées peut-être au départ, vous avez des sources d'inspiration qui vous viennent, vous ne pouvez pas les traiter au moment même, hop, vous le mettez dans Google Keep et au moment opportun, Google Keep peut vous le rappeler et vous pouvez aller chercher les informations que vous avez enregistrées dans cette petite boîte qui se partage entre Internet et votre smartphone. Alors, je vous propose de faire un retour sur les différents points qu'on a vus dans ce webinaire et que Gérald nous rappelle aussi les différents outils qu'on a mentionnés et vraiment les points importants pour chaque thématique. Alors, on a parlé des outils pour trouver l'inspiration. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, si je me rappelle bien, il y avait Paper.ly, Flipboard. Attention, c'est moi qui suis sur la scénette là. Google Keep, on peut le mettre dedans. Gérald, oui, je vais vous montrer Flipboard, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Vous voyez, vous avez votre tablette comme ça, et votre tablette ou votre smartphone, et vous allez passer dessus. Vous voyez, vous avez ici des thématiques, économie, sélection, etc. Il y a technologie, il y a photographie, tiens, justement, on parlait de photographie, vous voyez, hop, et vous allez avoir toute une série d'éléments sur les photographies. Ce sont des éléments que j'avais pré-formatés, évidemment, ici, sur mon Flipboard. Donc ça, c'est Flipboard, c'est un gratuit. Il y en a aussi qui utilisent ça pour leur privé, hein. C'est pas du tout forcément professionnel. Vous avez Paper.ly, qui est un autre gratuit que vous allez pouvoir choisir, utiliser dans votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Et puis, surtout aussi, vous pouvez mettre en place vos Google Alerts. Alors les Google Alerts, c'est pas seulement pour trouver l'inspiration, ça peut être aussi une veille. Ça peut être une veille, par exemple, par rapport à vos concurrents, hein. Donc c'est vraiment un style d'alerte qui est automatisé par rapport à ce que Google lit sur Internet. Ça, ce sont vraiment vos sources d'inspiration. Google Alerts, Flipboard et Paper.ly. Voilà, c'est vraiment des éléments qui vont vous donner des idées. Si vous avez par exemple une newsletter liée à votre site internet à alimenter, si vous avez un calendrier de publication avec des éléments comme ça qui vont venir, en fonction de ce que vous allez configurer, vous allez avoir effectivement du contenu qui va venir et va vous donner de l'inspiration pour faire des publications. Alors, deuxième point que tu avais mentionné, c'était les textes. Et là, qu'est-ce qui est important de retenir par rapport aux textes ? Alors les textes, pour rappel, les textes, ils sont structurés. Structurés pourquoi? Parce que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un site internet, il y a des moteurs de recherche qui indexent tous ces textes. Par définition, un texte, il est toujours plus accrocheur quand il a un visuel. Là encore, c'est le cerveau qui va vers l'image, puisque l'image vaut 1000 mots. Alors, d'abord une image, surtout le titre, puisque le titre, ça va être le premier point d'indexation du site internet, c'est vraiment fondamental. En dessous, une petite synthèse, souvent en gras, hein, un peu écrite un peu plus petite par rapport au titre. Ça s'appelle un chapeau et ça permet justement d'avoir déjà la synthèse de ce que va être l'article. Souvent, on place dans ce chapeau des mots-clés, hein, qui seront eux aussi
indexé par les moteurs de recherche, et puis votre article. Cependant, dans l'article, en fonction de sa longueur, n'hésitez pas à mettre des intertitres soulignés et en gras, de manière telle à ce que, là aussi, ces éléments servent au référencement. Mais n'oubliez pas qu'on va avoir un webinaire sur le référencement et qu'on parlera du référencement payant et du référencement gratuit notamment. Alors par rapport à ça, par rapport au texte et au référencement, il y avait une question sur les hashtags. Est-ce que les hashtags s'utilisent seulement pour les réseaux sociaux ou est-ce que c'est intéressant de mettre des hashtags aussi sur les sites internet ? Alors, les hashtags s'utilisent essentiellement sur les réseaux sociaux. Si vous avez un site internet et que vous voulez vraiment faire profiter votre usager, donc votre client, votre visiteur, d'une expérience facile, je vous préconise plutôt de mettre un moteur de recherche intégré dans votre site. Donc c'est un moteur de recherche qui va très très vite indexer certains mots et va lui permettre d'aller rapidement vers ce qu'il cherche. Si vous avez un site de vente en ligne, ce sera la fiche d'un produit. Si vous avez un site avec un blog, par exemple, eh bien ce sera le titre d'un blog, le titre d'un post, pardon, ou un article qui apparaît dans ce blog. Alors ça, effectivement, les sites internet, on verra ça aussi dans un autre webinaire. Effectivement, on ne peut pas tout aborder d'une seule fois. Alors aussi, un autre point, c'était les illustrations. C'était la troisième thématique de ce webinaire. Comment résumer cette partie, Gérald ? Alors, les illustrations, il faut d'abord faire attention à l'aspect technique des illustrations, les dimensions, ça on vous en a parlé, mais aussi le poids. Ça ne sert à rien d'aller mettre une photo de très très haute résolution sur quelque chose qui va être lu uniquement sur un smartphone. Vous allez ralentir le téléchargement et donc en tout cas baisser un peu le référencement par rapport à cette publication. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, surtout le droit d'auteur. Ce n'est pas parce qu'une image apparaît sur un moteur de recherche Google qu'elle est gratuite, qu'elle peut être utilisée n'importe comment. Il y a des règles derrière, il y a un tableau qui vous sera proposé et sur ce tableau vous allez voir que certaines images peuvent effectivement être utilisées de façon très large, comme bon vous semble, partagées, voire même modifiées, et que d'autres ne peuvent en aucun cas servir à de la promotion commerciale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis alors, quand vous avez bien fixé ce cadre, on vous a donné des adresses, quelques adresses URL de banques d'images qui, de façon payante ou gratuite, mais essentiellement gratuite dans ce cas-ci, vont vous permettre d'illustrer vos articles. En règle générale, un article, une publication, même si l'illustration n'est pas de vous, essayez d'en trouver une. À ce moment-là, on parle d'images prétextes qui vont vous permettre d'illustrer votre propos, qu'il soit sur le réseau social de votre choix ou sur votre site internet. Alors aussi, ben voilà, tu as parlé de où trouver des images et puis on a parlé vidéo et son, l'importance du son dans les vidéos. Quels sont les points finalement importants par rapport à la vidéo à retenir ? Alors, le grand paradoxe de la vidéo, c'est que ce qui fait aussi la qualité de la vidéo, c'est le son. Et c'est à la limite ce à quoi on pense le moins. D'abord, l'illustration sonore qui va donner un rythme à la vidéo. Vous pouvez, on l'a vu, teinter votre vidéo grâce à des banques de sons qui vont justement vous permettre d'avoir l'illustration sonore adéquate. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir comment vous allez gérer votre voix à vous. Comme on l'a vu, vous devez impérativement avoir la prise de son sur vous. Si quelqu'un s'éloigne de vous avec un smartphone, forcément à un moment, il va y avoir un décrochage de son. On l'a vu, vous pouvez enregistrer sur votre smartphone qui est en poche. Il y a des petits accessoires qui sont assez peu coûteux et c'est la combinaison des deux qui va vous permettre d'avoir vraiment une communication et une vidéo de qualité avec une réalisation somme toute assez facile. Aujourd'hui, on a accès à des éléments qui sont assez peu coûteux pour faire quelque chose de qualité. N'oubliez pas non plus que souvent, avec la vidéo, on va vous demander une image. Ah oui, si par exemple vous allez déposer une vidéo sur YouTube, eh bien, on va vous demander quelle est la vignette qui va relier, c'est souvent celle qu'on clique, votre vidéo à la présentation de cette vidéo. Vous en aurez probablement besoin aussi si vous intégrez cette vidéo à votre site internet.
Donc n'oubliez pas, on peut aussi faire une image pendant le tournage, par exemple, d'un sujet. On peut avoir des éléments qui sont complémentaires et qui viennent enrichir l'expérience de l'utilisateur quand la vidéo est réalisée. Et puis aussi, je vais revenir, puisqu'on a parlé d'images et de vidéos, je vais revenir sur Riposte, puisqu'on est tous un peu frustrés, en tout cas on était tous un peu frustrés de ne pas pouvoir aller télécharger les éléments qu'on avait créés sur Instagram. Eh bien, grâce à Riposte, vous allez pouvoir reprendre la main sur vos publications qui sont sur Instagram et les rediffuser ailleurs, si bon vous semble. Du coup, avec Riposte, on peut reposter aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, comme oui, TikTok maintenant, de toute façon, avec Instagram, on peut très facilement partager sur Facebook, mais effectivement, pour autant que lors de l'enregistrement, on puisse l'enregistrer dans ses photos, etc., ce qui est prévu par Riposte, effectivement, on peut diffuser ailleurs. Maintenant, encore une fois, c'est une question de droit d'auteur, faites-le avec vos créations, avec vos publications, pas avec celles des autres. Oui, parce que là aussi, il y a un droit d'auteur, je suppose. Il peut y avoir en tout cas un droit d'auteur. De toute façon, vous êtes l'auteur de vos publications, vous en faites quand même ce que vous voulez, ce qui n'est pas forcément le cas de celles d'autres personnes que vous pouvez croiser, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Eh bien, ah oui, il y avait une dernière question par rapport au son. Voilà, tu parlais d'enregistrer le son séparément, mais quand on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on n'a qu'un seul smartphone, quelle est la meilleure solution pour avoir du bon son ? Alors là, effectivement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de pouvoir relier son smartphone avec un câble assez long, si en tout cas nous, si c'est nous qui faisons le commentaire. Sinon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez aussi faire une voix off, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir une vidéo, donc ça dépend le contenu évidemment de ces vidéos, vous pouvez très bien avoir une vidéo et avoir un enregistrement d'un commentaire après que vous venez coller à cette vidéo. Encore une petite astuce aussi en matière de photos. On a parlé tout à l'heure de fond vert. Je pense que c'était une de vos questions. On a parlé de fond vert pour remplacer les fonds verts, utiliser les fonds verts, pas forcément en vidéo, mais aussi en photo. Il y a une autre astuce en la matière, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des watermarks. Alors qu'est-ce que c'est un watermark ? C'est un filigrane, hein, c'est votre nom, par exemple, le nom de votre marque ou de votre logo qui vient s'imposer, se surimposer sur votre photographie. Là aussi, vous avez de petits logiciels sur smartphone qui vous permettent de mettre une signature sur la photo. C'est une manière comme une autre, lorsque votre photo part sur les réseaux sociaux, de rappeler que vous en êtes l'auteur et de faire le lien peut-être avec votre commerce. Alors là, on a une autre question de Marie qui demande, est-ce que tu as des conseils pour trouver des images pour les podcasts du genre un spectre audio ? Alors, il y a effectivement des programmes, on pourra, parce qu'on n'avait pas mis les podcasts au menu aujourd'hui, mais il y a effectivement des programmes, et on pourra vous partager, qui, sur base de votre audio, font effectivement cette courbe de son, vous permettre d'injecter des visuels, et vont d'ailleurs vous permettre de partager votre podcast sur YouTube, alors que logiquement, un podcast qui effectivement revient très à la mode, un podcast forcément c'est audio, et bien ça permet d'avoir une version un peu visuelle, si vous voulez, du podcast qui va pouvoir être partagé. Puisqu'on parle de podcast, sachez que dans Canva, que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des mises en page, il y a aussi des outils, des petites vignettes qui sont prévues pour le podcasting, puisque là aussi, il y a un format préétabli qui existe. Alors Gérald, tu as oublié de donner le nom du logiciel pour intégrer un watermark. Et nous avons la question de multiples fois, quel logiciel utiliser pour mettre un filigrane sur nos photos? Là, il y en a plusieurs, et vous savez, moi, Mais je pense qu'on sait déjà le faire aussi sur Canva, il me semble. Hein. Pardon? Sur Canva, on peut C'est aussi sur Canva, mais il y a des logiciels qui le permettent de façon tout à fait indépendante. Voilà, ici, par exemple, j'ai Watermark, hein, c'est pas très difficile à trouver, c'est pour Android. Hein, vous savez que parfois, on trouve des formats des programmes sur Android, pas sur smartphone. En règle générale, ce type d'application, eh ben, on les trouve partout, mais effectivement, ici, j'ai Watermark, donc ajouter un filigrane qui existe pour Android. C'est celui que j'utilise, par exemple, pour l'Android ici. Il y a aussi des possibilités d'insérer des watermarks en série sur l'ordinateur quand vous avez plusieurs vidéos et que vous voulez les trier. Donc là, encore une fois, si vous faites souvent des vidéos,
c'est parfois intéressant de dépenser une dizaine d'euros pour avoir une petite application qui le fait de façon groupée, professionnelle et autres. Si ce n'est pas le cas aussi, vous allez débuter, testez d'abord avec des produits gratuits, il y en a en suffisance. Et n'oubliez pas quelque chose, le but du jeu, c'est effectivement de faire du contenu, mais quelque chose de primordial, et on l'a vu dans les webinaires précédents, c'est de le faire de façon régulière. Alors là, il faut justement encore peser le pour et le contre. Alors si on parle de régularité, on va aussi parler de calendrier de publication. N'oubliez pas, on le verra dans le prochain webinaire avec les réseaux sociaux, que tant Facebook qu'Instagram vous permettent de planifier, de programmer vos publications. Donc, si vous partez vous faire dorer la pilule sur une plage quand ce sera autorisé, eh bien, vous pouvez planifier des publications quand même. Mais sur Canva, il y a aussi un calendrier de publication qui peut être activé si vous souhaitez directement à partir de Canva programmer comme ça des publications sur Instagram, par exemple. Alors, est-ce qu'il existe aussi un outil pour justement programmer ces publications sur les réseaux sociaux? Oui, donc l'outil, sur Canva, il y a un outil. Sur Facebook, Facebook intègre aussi son outil. Et Instagram, c'est pareil, oui, effectivement. Alors, il y a aussi des petits outils qui vous permettent, si vous avez un site Internet, de programmer d'abord la publication sur votre site, mais ensuite de la diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, en clair, vous allez avoir un site Internet. Quand votre publication va être diffusée sur votre site en fonction de ce que vous l'avez programmé, vous allez pouvoir dire « je veux que ce soit aussi partagé sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn par exemple ». Et donc c'est votre site Internet qui va jouer le rôle de calendrier de publication. Alors je lance une nouvelle question WooClap et du coup, après ce résumé, alors à moins que tu aies peut-être quelque chose encore à rajouter, hein, Gérald. Je suis en tout cas très content qu'il y ait énormément de questions. Hein, c'est bien la preuve que vous travaillez beaucoup à votre contenu, vous êtes soucieux de votre contenu. Et c'est vrai que dans le cadre de ces webinaires, on parle beaucoup des tuyaux. Ça aurait été dommage de parler de ces vecteurs, de ces tuyaux, sans parler de contenu, puisque finalement, c'est quand même l'essentiel. Et du coup, sur WooClap, je vous demande quelles infos vous retenez finalement de ce webinaire. On va voir un petit peu ce que vous retenez. Et on voit Canva qui est au centre. C'est vrai que c'est un outil très très utile qui facilite la vie de beaucoup d'entre nous pour faire du contenu visuel et adapté à chaque réseau social. Et c'est vrai que sur Canva, vous cliquez sur Facebook et le format est déjà adapté pour Facebook, par exemple. Micro-cravate, j'ai vu micro-cravate passer. Trucs et astuces, trop d'outils inconnus. Ben, on espère que vous allez pouvoir les tester parce qu'effectivement, on ne vous a pas spécialement montré en détail tous les outils, mais c'est des outils qui sont à tester et qui sont souvent très faciles à prendre en main. Vous l'installez sur votre smartphone et vous testez. Outils vidéo et audio, facilité, signature sur les photos. Donc le petit outil que tu nous avais mentionné, c'était Watermarks, donc facilement trouvable également sur Google Store, Apple Store. Enregistrement de voix off, donc ça c'est la bonne astuce si finalement vous n'aimez pas parler devant la caméra. L'astuce c'est vraiment de s'enregistrer après coup et de coller ça sur la vidéo. On verra particulièrement la création de vidéos, les logiciels dans un autre webinaire. Alors on voit aussi Unsplash, Pexels. Alors, correction, c'est Pexels. Pexels, Pexels, c'est aussi une marque d'ailleurs. Des outils à tester, effectivement, contenu, Flipboard. Donc voilà, je vois que les outils ressortent. Donc c'est bien. C'est positif, effectivement. C'est positif. Outils de création, polyvalent. Outils pour habiller. Vidéo Hive, effectivement, c'était aussi un des outils mentionnés. Et voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que vous avez mentionné sur les infos retenues de ce webinaire. Alors Gérald, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce webinaire et aussi de toutes les informations qu'ils ont mentionnées ici?
Mais je retiens qu'il y a eu aussi des questions sur les podcasts, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un outil qui est utilisé par tout le monde, mais ça vaudra la peine qu'effectivement, au moins sur la page Facebook Digital Commerce, que je vous invite à rejoindre, puisque c'est là qu'on peut continuer le dialogue, eh bien, on puisse vous afficher l'outil que vous avez demandé tout à l'heure pour justement transformer un podcast tout à fait audio en podcast ou quasi vidéo. Alors effectivement, c'est important de pouvoir voir un peu qu'est-ce qui existe en matière d'outils, mais surtout ce qui est important, c'est que vous puissiez faire le bon choix par rapport à l'usage que vous en avez. Pour rappel, le 360 degrés, ce n'est pas forcément intéressant à utiliser partout, mais par exemple, vous êtes concessionnaire de voiture, vous voulez montrer l'intérieur d'une voiture, vous êtes agent immobilier, les agents immobiliers peuvent faire une visite quasiment en ligne avec ce genre d'appareil. Si vous faites régulièrement des photos, des vidéos en face caméra, effectivement, ça vaut la peine d'avoir un écran qui s'affiche vers vous. Si vous n'aimez pas parler directement à votre téléphone pour faire une vidéo et que vous préférez ne pas être devant la caméra mais plutôt parler derrière, eh bien à ce moment-là, inutile de faire des investissements en matière de micro sans fil, etc. Donc encore une fois, on vous a montré aujourd'hui des éléments qui vous permettent d'habiller la communication que vous décidez. Ne partez pas tous azimuts. C'est souvent quelque chose, c'est souvent une erreur qu'on commet trop souvent. Le but du jeu, c'est surtout d'assurer une stabilité, une régularité, parce que c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et sur votre marketing en ligne. Donc, soyez réguliers plutôt que d'être trop large. Faites bien votre choix. Si vous pensez pouvoir faire quelque chose de neuf avec ce qu'on vous a montré aujourd'hui, tant mieux. Essayez avant en tout cas d'investir. Ça vaut vraiment la peine, mais ce sont des petits outils qui sont très faciles, qui vous permettent d'améliorer la qualité peut-être de ce que vous faites déjà aujourd'hui ou d'élargir un peu le champ. Mais encore une fois, régularité et il ne faut pas partir tous azimuts. Ici, on a plusieurs personnes qui sont participantes à ce webinaire. Par définition, on essaie d'avoir toujours un spectre assez large, ce qui ne nous permet pas d'ailleurs de tout creuser comme on l'aimerait. Mais au moins, l'important, c'est de vous donner des outils que vous allez pouvoir choisir et utiliser directement, des flipboards, des paperly. N'oubliez pas Google Alert non plus. Ce sont des éléments qui sont gratuits et que vous pouvez activer facilement. Alors, en parlant d'outils, n'oubliez pas que WooClap est toujours là sur votre navigateur et qu'on a lancé la petite enquête de satisfaction de fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à noter ce webinaire. Je vois qu'une vingtaine de personnes ont répondu et nous sommes toujours plus ou moins 200 connectés. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce webinaire et à noter finalement ce webinaire. Alors, on a parlé contenu aujourd'hui. Le contenu, il faudra effectivement un moment le mettre quelque part et notamment sur les réseaux sociaux. Ce sera la thématique du 5e webinaire qui aura lieu le 17 mai avec Gérald, mais aussi avec Jean-Philippe. Avec Jean-Philippe, effectivement, on va parler des réseaux sociaux parce qu'on les connaît tous et en même temps on ne les connaît pas. Il faut savoir déjà qu'il y a une typologie des réseaux sociaux. Un réseau social, c'est comme un média. On ne lit pas, si on veut avoir les résultats financiers, les résultats du foot, on ne lit pas forcément le même journal. Les réseaux sociaux, c'est pareil. On verra leur importance bien croissante. Ça, vous l'avez remarqué, mais Jean-Philippe nous donnera quelques chiffres assez éloquents en la matière. Et puis on verra justement quelques astuces pour bien servir des réseaux sociaux que vous connaissez déjà, vous en avez cité pas mal ce soir. J'espère que les éléments qu'on vous a donnés vont vous permettre justement encore de plus ou de mieux y être présent. Et donc on fera justement un petit scan des spécificités des réseaux sociaux, là aussi avec des trucs et astuces que vous pouvez mettre en œuvre rapidement et de façon gratuite la plupart du temps. Ça s'annonce encore une fois un webinaire fort en contenu et on l'espère très interactif. Vous étiez nombreux à partager aussi vos bons plans. Vous avez partagé notamment d'autres banques de données, d'images. Donc, merci à vous. Je pense que c'est pas mal aussi
d'enrichir aussi ce qu'on partage. Personne n'a la science infuse et du coup, c'est génial que la communauté se réunisse et partage finalement ses bons plans. En parlant de communauté, Digital Commerce a sa page Facebook où on va mettre le replay et on va mettre aussi d'autres types de contenus qu'on va vous partager en courte vidéo. On parlait des podcasts tout à l'heure, ce sera l'occasion aussi de faire peut-être une publication par rapport aux podcasts. Alors, je vois que vous commencez à répondre à l'enquête. C'est parfait. Je passe à la question suivante. Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences au cours de cet atelier? En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de petites choses. Je vois que ça répond vite. Et on espère vous retrouver aussi au prochain webinaire. On va voir s'il y a peut-être des dernières questions. Je vois qu'il n'y en a pas. En tout cas, si vous n'avez pas trouvé réponse, vous pouvez aussi peut-être les trouver sur la page Facebook ou renvoyer également un email à info@digitalcommerce.com et on essaiera de vous répondre rapidement et efficacement avec toutes les informations nécessaires. Alors, 97% des répondants ont appris quelque chose de nouveau au cours de cet atelier et finalement, on va parler aussi des chèques entreprises, comme à chaque fois. Petit rappel sur les chèques entreprises. Est-ce que vous savez ce que c'est et est-ce que finalement vous allez activer les chèques entreprises pour vous faire accompagner en digital marketing ou en e-commerce? Alors, petit rappel sur ce que sont les chèques entreprises. Gérald, qu'est-ce que c'est les chèques entreprises? Donc, les chèques entreprises, c'est un système d'aide aux entrepreneurs, commerçants, qui a été mis en place par la région Wallonne et qui vous permet effectivement d'avoir l'aide d'un consultant agréé par la région qui va venir par exemple, vous aider en matière d'audit de votre marketing numérique ou de votre mise en place numérique, de la digitalisation parfois aussi de votre commerce ou de votre entreprise. Et ces chèques vous permettent d'avoir une aide à hauteur de 50 ou 70%. Donc vous achetez des chèques et vous avez finalement une ristourne sur le travail que ce consultant va faire pour vous. Donc c'est quelque chose d'assez simple qui se fait en ligne. Vous choisissez parmi une liste de consultants qui sont répartis évidemment sur l'ensemble de la Wallonie. Probablement d'ailleurs en connaissez-vous un, peut-être même sans le savoir. Et ça va vous permettre justement, si vous souhaitez aller plus loin dans la digitalisation de votre activité, d'avoir cette aide quand même conséquente pour vous épauler dans vos démarches. Merci Gérald pour ces explications. Et enfin, dernière question. Venez, c'est même pas une question, venez au prochain webinaire Digital Commerce gratuit. On vous pose quand même la question sur WooClap, mais on espère vous retrouver la semaine prochaine. Donc je vois que vous répondez et on a pour l'instant un 100%. Nous allons vous retrouver rapidement la semaine prochaine avec Gérald Trocard et moi-même et aussi Jean-Philippe Bleureau. Un grand merci Gérald pour tout ce contenu. Merci Pauline. Merci à vous. Merci à vous, voilà, exactement. Merci aussi au studio dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a voulu être ici pour faciliter le partage, pour montrer plus facilement les différents outils. Voilà, les studios avec le fond vert et la lumière qui éclaire bien ce fond vert. On vous remercie tous et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.